Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut John, bienvenue dans le podcast. Salut Justine, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi. Je vais te laisser te présenter, toi et tes activités artistiques, professionnelles, tout ce que tu as envie de dire sur toi. Alors, je m'appelle, j'adore, je m'appelle John Steers. Alors, je fais de la musique. On m'a probablement vu à The Voice en France ou alors à l'Eurovision, où j'ai représenté la Suisse il y a maintenant 3 4 ans. Euh, et puis, je fais de la musique depuis enfant. J'ai sorti un album l'année passée avec la participation de Zazie et d'Ibrahim Malouf et donc sur cet album. Et puis voilà, je fais de la musique en Suisse, donc je viens de Suisse à la base. Euh, et puis je suis tellement nul à me présenter. Non mais c'est parfait. Je sais pas quoi dire sinon. Sinon j'aime la musique, le cinéma et j'adore parler, donc je me réjouis d'avoir des discussions avec toi et j'adore les karaokés aussi. Je sais pas si ça te dit quelque chose. On avait dit qu'on ne ressortait pas les dossiers. Mais on va peut-être raconter que pour la petite anecdote, on s'est rencontrés dans un karaoké et que, enfin, c'est un souvenir assez flou pour nous deux. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'était une très belle soirée, comme on dit, bien arrosée. Et puis Bien arrosé. voilà. Mais c'était vraiment chouette. C'était vraiment une super soirée. C'est un très bon souvenir. On peut dire que si on fait un record d'audience, on sortira des vidéos. Non, on ne fera pas ça. Donc, tu dis que donc déjà j'ai trop hâte qu'on en arrive au moment où tu nous racontes l'Eurovision, mais on va garder les gens jusqu'au bout pour ça. Tu dis que tu as commencé la musique tout jeune, donc tu avais quel âge et qu'est-ce qui t'a fait commencer? Alors, j'étais en troisième primaire, 3 4 primaires, je dirais. Chez vous, ça revient à, je sais plus exactement, mais ça fait quelque chose comme 6 7 ans. Ça fait 7 ans, je crois. Et puis, euh, et puis on a eu cet exercice à l'école où on devait chacun présenter sa passion. Et puis, il y avait des gens qui avaient des passions extraordinaires, dont une, je me rappellerai toujours, qui faisait de la plongée sous-marine. Alors, je vois pas comment à 7 ans tu fais de la plongée sous-marine, mais, mais elle Belle était, perf. non, mais incroyable, quoi. Donc, tout le monde avait une passion, justement, oui, extraordinaire, et je voyais que, en fait, je voyais surtout cette espèce de flamme dans les yeux qui faisait que quand il devait, donc c'était cet exercice-là, le prof nous indique, voilà, vous allez devoir me faire un exposé sur votre passion, voilà. Et puis, tout le monde était content, tout le monde parlait déjà de sa passion, de quoi ils allaient parler et tout ça. Puis je me rends compte que moi, j'ai rien à présenter en fait. Et puis, Mhm. je me dis, bon, il faut que je trouve ma passion en fait. Et puis, on a eu de la chance parce qu'on devait, on avait le temps pour présenter du coup notre passion. Et puis, ça m'a laissé le temps d'essayer plein de choses. Donc, j'ai essayé le foot, j'ai essayé le patinage artistique, j'ai essayé le karaté, parce que mon frère faisait du karaté aussi, donc j'ai un peu essayé un peu tout ce qu'il y avait autour de moi, tout ce qui se faisait aussi un peu dans la région, donc de la région de la Gruyère en Suisse, parce que je viens de Gruyère. Et puis, Trop stylé. ouais, donc j'habite dans la Gruyère, donc vraiment la région du fromage, dans un village qui s'appelle Bro, et c'est là qu'il y a la chocolaterie en fait, Caillé, la fameuse chocolaterie que les gens viennent visiter en Suisse. Donc c'est un peu, c'est assez drôle. Euh, quand il va pleuvoir, quand il y a un taux d'humidité assez élevé, ça sent le chocolat dans tout le village. Donc c'était vraiment ça, ça me manque un peu quand même. Oh, tu m'étonnes, c'est incroyable. Et puis du coup, pour en venir aux activités, j'ai essayé pas mal de choses qu'il y avait autour de chez moi. Et en fait, un jour, en allant dans un espèce de Emmaüs, en fait, avec mon père, on regardait les CD et DVD. Et puis, je dis à mon père, c'est quoi en fait ces mecs avec des perruques
je connais pas, j'ai jamais vu ça, c'est quoi ça? Puis en fait, j'étais dans le rayon de musique classique et baroque. Ah. Et en fait, je me dis, mais je vais écouter ça. Et là, je prends du coup un CD de Bach, et puis je mets ça, quand je rentre à la maison, je le mets tout de suite à jouer. Et puis, en fait, donc c'était en plus, je suis tombé sur vraiment les trucs, donc la toccata et la fugue, vraiment les trucs bien connus de Bach, clichés, voilà, à l'orgue. Et en fait, Oh je là pense que là, ça a vraiment, incroyable. bah, ça a provoqué en moi vraiment une peur très intense. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que je ressente ce que je ressens parce que j'écoute de la musique. Et je connaissais pas cette sensation en fait de. Je savais pas que la musique ça pouvait provoquer des sensations aussi fortes. Alors évidemment, j'ai pas à 6 ans, à 7 ans, j'avais pas le génie de me dire waouh, c'est extraordinaire ce que j'écoute, pas du tout. C'était vraiment, je me rappelle, j'ai vraiment eu peur quand j'ai écouté ça. Et ça m'a un peu angoissé pendant quelques jours et je me suis dit bon bah si la musique elle a ce pouvoir-là, j'ai envie d'apprendre à le contrôler. C'est fou parce qu'ensuite, tu avais quand même une maturité incroyable pour juste réussir à 6 ans à formuler le fait que ça te faisait peur, que ça provoquait ça en toi. Il faut quand même être vachement à l'écoute de ces sensations déjà, jeune, en fait. Ben, je pense que à cette époque-là, vraiment, je me suis dit, oula, ça me fait peur. Et puis, euh, et puis, c'est comme des fois enfin, c'est comme certaines choses. En fait, par la curiosité, bah, on va quand même continuer à essayer de comprendre, à essayer de chercher. Je sais pas si, tu vois, si on superpose dans une situation plus stupide, on peut très bien prendre par exemple une araignée. Le premier réflexe, si on a peur des araignées, c'est qu'on voit l'araignée, on crie, mais après on va quand même la regarder, on va quand même chercher à comprendre où elle va aller, comment elle court. Ah, mais elle va vachement vite en fait. Puis finalement, c'est pas on voit l'araignée, on va s'enfermer quelque part. En général, c'est quand même alors on va pas l'analyser comme si on était biologiste, mais on va quand même essayer de comprendre parce qu'on a quand même une curiosité des choses qui nous perturbent. Et puis, Ouais, bah, c'est bien, c'est assez parlant ce comparatif. donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, il faut que je comprenne ça. Et puis, du coup, je me suis mis à faire du piano. Voilà. Donc, j'ai découvert, je me suis dit, mais en fait, finalement, alors l'orgue, je sais pas, mais je crois pas que dans ma région, on peut prendre des cours d'orgue. Et puis, en fait, ce que j'avais découvert d'assez similaire, finalement, c'était le piano. Et je me suis dit, ok, bah, je vais tester le piano. Et j'ai eu déjà le premier déclic, donc à l'âge de 7 ans, je dirais. 7 8 ans, ouais. J'ai eu ce déclic de il faut que j'apprenne le piano. Par contre, j'y connaissais rien du tout au piano. Donc, du coup, en fait, quand j'ai pris les cours de piano, j'ai pris des cours de piano jazz, pas du tout de classique. Et puis, du coup, ben, je me lance avec le piano, je me dis, tiens, ça ressemble pas forcément à ce que j'ai écouté, mais ok, je vais continuer, je vais continuer. Et puis, en fait, je me rendais compte, en écoutant, il y a toujours ces moments où quand on vient prendre ses cours, on arrive un peu à l'avance, enfin, en tout cas, moi, j'arrivais toujours à l'avance. Et du coup, j'écoutais les 10 dernières minutes du cours d'avant, donc, enfin, j'étais dans le corridor et j'entendais pas mal des fois les gens qui, en fait, jouaient et chantaient. Et je me disais, ah, ok, en fait, on peut s'accompagner avec le piano. Ça a l'air vachement cool. Mais ça a été un peu, comment dire, ça a été un peu comme un, un début de quelque chose, mais que j'ai jamais vraiment exploité à ce moment-là. C'était juste, je me disais, ah waouh, on peut aussi chanter. Ok, ça existe aussi. Mais j'ai pas eu la curiosité de m'essayer à chanter. Donc, enfin bref. Et puis, une année après que j'ai commencé le piano, mon grand-père vient en vacances. Donc, j'ai un grand-père qui habite au Canada, euh, qui vient en vacances en Suisse. Et puis, je veux lui jouer quelque chose. Donc, je lui joue quelque chose. Puis, j'avais un piano électrique à cette époque. Et dans certains pianos électriques, enfin, dans quasi, en fait, tous les pianos électriques, il y a des fois des chansons qui sont préenregistrées. On peut appuyer sur Start, on peut s'accompagner, on peut apprendre. En fait, si tu veux, tu as des chansons qui sont préenregistrées. Comme ça, si tu veux les apprendre, toi, sur ton piano, tu peux jouer en même temps que les chansons. C'est hyper bien fait. Donc, ouais, c'est assez chouette. Enfin, si tu veux travailler ton oreille plutôt que de travailler avec des partitions, bah, tu peux aussi faire cet exercice-là. Et sans faire exprès, donc genre moi je joue, je termine ma chanson, sans faire exprès, j'appuie avec
Alors, je me rappelle plus si c'était le coude ou enfin bref, en parlant à mon grand-père, je m'adosse un peu sur mon piano et j'appuie. Et c'est ça qui est aussi assez drôle, c'est que c'est le hasard, quoi. J'appuie sur ce bouton et ça met automatiquement une chanson qui est enregistrée sur le piano qui s'appelle Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley. Et puis il me dit, puis là, lui, il écoute la chanson, puis là, je lui explique le piano, je lui dis, oui, en fait, on peut aussi écouter des chansons qui sont enregistrées. Euh, et puis, en fait, il reconnaît cette chanson, puis il me dit, mais c'est la chanson d'Elvis Presley, mais tu sais que c'est ma chanson préférée. Est-ce que tu pourrais me la chanter? Puis là, je le regarde et je me dis, hein? Je sais pas chanter, moi. Puis il me dit, alors ton challenge, ça va être de l'apprendre jusqu'à la fin de la semaine, parce que lui, il restait jusqu'à la fin de la semaine. Ça va être de l'apprendre jusqu'à la fin de la semaine et de pouvoir me la chanter. Et en fait, du coup, bah, moi qui parle pas du tout anglais, voilà, je me dis, bon, je vais l'apprendre phonétiquement. Donc je me suis mis à écouter cette chanson et je me suis instauré une discipline euh, très, très droite, très cartésienne, ouais, une vraie discipline, quoi. Où, voilà, je me suis fixé un horaire. Vraiment, j'étais ultra, comment dire, très travailleur. J'avais vraiment envie d'apprendre cette chanson et de la lui chanter. Et du coup, bah, l'idée, c'était de l'apprendre au piano et de la chanter. Et puis, à la fin de la semaine, du coup, j'ai appris la chanson et je lui ai chanté la chanson. Quand j'ai fini la chanson, il s'est mis à pleurer, en fait. Et puis pour moi, mon grand-père, c'est vraiment un pilier. Et puis, donc, je suis né en Suisse et j'ai une culture albanaise et kosovare. Donc, mon père vient du Kosovo, ma mère vient d'Albanie. Mon père vient d'un village de paysans au Kosovo, d'un pays qui a vécu la guerre. Ma mère vient d'une famille assez diplomate, de la capitale. Enfin, voilà. Et puis, donc, j'ai deux cultures quand même pas mal différentes de mon père et de ma mère, euh, mais qui ont en commun cette, comment dire, euh, le fait que les sentiments, le rapport aux sentiments, surtout, en fait, par exemple, le grand-père ne pleure jamais, c'est le pilier de la maison, c'est le pilier de la famille, bref. Du coup, de Mm. voir mon grand-père pleurer, c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai compris, ou en tout cas que j'ai ressenti la sensation, comme, au final, comme un super-héros, euh, d'avoir pu réussir, d'avoir pu réussir à contrôler ce que moi j'avais ressenti avec Bach, donc en fait l'intensité euh, de ce que ça avait provoqué en moi, et j'ai l'impression voilà, d'avoir réussi à contrôler en fait ce que je pouvais faire ressentir aux autres. Oui, tu avais réussi à faire pleurer ce pilier-là, en fait. C'est ça. Donc, et en le faisant pleurer, j'avais la sensation d'avoir réussi en fait oui, à avoir compris comment fonctionnait le pouvoir de la musique. Je me suis C'est dit, ah mais magnifique. en fait, peut-être qu'avec ma voix, j'arrive à faire pleurer les gens quand je veux. Ça m'a vraiment, ça a eu le déclic, le vrai déclic de la voix en fait. Que non seulement j'aimais la musique avec le piano et le déclic que j'avais eu avant, mais c'est surtout que dès ce moment-là, j'ai eu le déclic de, ok, en fait, ma voix transmet des choses. Je peux maintenant il faut que j'apprenne à l'utiliser, à l'utiliser, à contrôler cette voix, et puis à faire ce que j'en veux et à en provoquer les conséquences que je veux. Comme Bach, par exemple, avait peut-être voulu créer un sentiment austère, de peur, de voilà, dans certains titres, d'autres beaucoup plus, de calme, de relaxation, voilà. Enfin, je veux dire, en fait, vraiment à comprendre et à contrôler à 100% mon instrument. Et ces larmes, pour moi, elles ont été vraiment symboliques aussi, parce qu'au final, mon grand-père m'a toujours dit, oui, dès ce moment-là, il a senti, m'a dit, mais je sais que tu deviendras quelqu'un de grand, mais certainement que je serai plus là pour te voir. Et le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a provoqué deux choses. C'est une envie de faire plein de choses très rapidement, et puis la peur qu'il ne voie pas ce que je fais et du coup que j'avais envie de garder un morceau de lui avec moi. Donc c'est pour ça que mon nom de scène, c'est John Steers, les larmes de John. Mais en fait, ces larmes-là, elles viennent de mon grand-père. C'est les larmes de mon grand-père. Oh, c'est beau comme histoire. Il est Et encore là puis, aujourd'hui, ton grand-père?
il est encore là, donc il a tout vu. C'est génial. Et suite à ça, mon grand-père me dit, à la fin de ses vacances, il me dit, il faut que les gens te voient. Puis je dis, ouais, mais attends, grand-papa, moi, je t'ai chanté une chanson, mais ça veut pas dire que je t'ai chanté, en fait. Puis il me dit, bah, c'est pour ça qu'il va falloir que tu travailles tous les jours. Tu vas écouter Céline Dion, Whitney Houston, Mariah Carey. Donc, à cette époque, forcément, comme j'étais un enfant, j'avais aussi une voix très aiguë. Donc, il me disait, il faut que tu écoutes les grandes voix, écoute en boucle, en boucle, en boucle, et apprends. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à apprendre, en fait, à chanter. J'ai appris par l'imitation, juste écouter, essayer de reproduire, écouter, essayer de reproduire, sans forcément comprendre ce que le texte voulait dire. Moi, je n'avais aucune idée de ce que je chantais. Quand c'était surtout quand c'est des Whitney Houston et des Mariah Carey où les textes sont en anglais. Même, je pense que j'avais même, quand je chantais du Céline Dion, pas le recul et la capacité vraiment de comprendre les doubles sens, les expressions. Je pense que voilà, je comprenais le texte au premier degré et c'est parti. Oui. Et puis, euh, et puis, il m'a dit, il faut que les gens te voient, il faut que tu fasses une émission de télé. Et là, je me dis, non, mais il me raconte n'importe quoi. Bref, je me suis dit, mon grand-père, des fois on connaît les grands-pères, ils sont peut-être un peu dans l'exagération. Et puis, je me suis dit, ça n'est pas possible. L'année suivante, après une année à avoir envoyé des mails à des productrices et des producteurs d'émissions Parce que là, t'as quel âge à télé, peu près? là c'est l'année suivante, donc j'avais 9-10 ans, quoi. Ah oui, tu restais, parce que moi, du coup, je me suis dit, on est passé à ses 16 ans, tu vois. Non, non, t'as commencé Pas du hyper tout. jeune. Vraiment, Oui, oui, j'ai ouais. commencé hyper jeune. Oh Donc là du coup, là, en fait, incroyable. il a réussi à m'avoir un créneau dans une émission qui était une espèce de Star Academy en Albanie pour les enfants, où les enfants restaient, je crois que c'était une émission qui durait 3 mois, et chaque semaine, donc comme le même principe que la Star Academy, donc chaque semaine, les enfants venaient chanter sur le plateau une chanson, voilà, en duo, en solo, des fois frères et sœurs, des fois c'était très particulier comme émission. Et puis, c'était très très particulier parce qu'en fait, il y avait une discipline qui, moi, pour le coup, m'a fait extrêmement peur. Donc, finalement, moi, j'étais invité dans cette émission, une semaine, comme invité, donc l'invité inconnu que personne ne connaissait. Mais comme c'était une émission d'enfants, si on veut bien, la productrice était OK de me voir et puis de m'écouter. Donc, j'arrive, on me demande de chanter une chanson en albanais. Donc, l'albanais, pour moi, à cette époque-là, c'est quand même comme l'anglais. Voilà, j'y connais pas grand-chose, même si mes parents essayent de m'apprendre la langue. Je parle le français et j'ai commencé par le français, donc je me suis dit, ok, bon bah on va tenter. J'ai évidemment à cette époque-là aucune technique vocale. La productrice me demande de chanter la chanson pendant quasi 2 heures d'affilée, jusqu'à ce qu'on trouve comment on dit ça? Le bon, La bonne tonalité? la bonne tonalité, le son, si c'est mieux que ce soit donc en bande son, ou bien si c'est mieux que l'orchestre joue, que moi je comprenne la chanson, donc couplet, refrain, tout ça. Mais sauf que moi, le problème, c'est qu'à cette époque, j'ai aucune technique vocale, donc évidemment que j'ai plus de voix. À la fin de, je sais pas, moi je dirais même au bout de 30 minutes, j'ai plus de voix. Ah Et puis là. la productrice comprend pas, elle me donne un verre d'eau, elle est là, allez, on va retenter, on continue, donc on a continué. Et puis, je me rappelle que j'avais pris le bus avec les enfants et que les enfants, en fait, j'ai eu très vite peur parce que je me suis dit, waouh, si c'est ça la télé, c'est pas ça que je veux faire. Dans le sens où j'étais face à des enfants qui parlaient quasi 5 langues. Ils avaient appris, avec l'émission, ils apprenaient l'anglais, l'arabe, le russe, ils parlaient l'albanais et ils apprenaient l'italien parce que la productrice était italienne. Donc, c'était toujours des choses avec du recul maintenant. Je me dis, c'est quand même tellement absurde. La productrice italienne qui vient faire son émission, elle peut juste, enfin, en Albanie, elle peut juste aussi apprendre l'albanais ou parler Oui, anglais ou j'en parler sais en rien, anglais, voilà. plutôt que de faire apprendre à des enfants l'italien juste pour qu'elles puissent communiquer avec eux. Mais enfin, bref. Et puis les enfants, ils avaient le droit de voir leurs parents le dimanche que 2 heures de temps. Parce que justement, ils étaient filmés dans une espèce de maison un peu H24. Donc c'était vraiment. C'était très particulier. C'était vraiment une émission très particulière. Et quand j'ai vécu cette expérience, je me rappellerai,
en partant du plateau avec mon grand-père, j'ai dit, plus jamais je veux faire ça. Vraiment, enfin, je veux pas, en fait. Je veux pas être un robot, quoi. Ouais, J'avais même ton compris que grand-père, j'avais ça a pas. dû lui faire peur. S'il était éloigné de ces milieux médiatiques, il a dû avoir un peu peur pour toi aussi, non? C'est clair. Après, c'était peut-être pas la même chose qu'aujourd'hui, où aujourd'hui, il y a toujours un accompagnant, c'est toujours euh, tout ce qui est filmé avec un, un enfant, enfin je veux dire avec une personne en dessous de 18 ans, tout doit être sous signature avec l'autorisation des parents. À cette époque, c'était pas tout à fait la même chose, hein. Je veux dire, il y avait plein de moments où les enfants, ils avaient pas de, voilà, où il y avait pas de parents à côté. Là, en l'occurrence, en plus, il y avait un responsable qui restait avec eux, mais c'était très particulier. Bah moi, enfin mon grand-père, il pouvait pas être tout le temps là pendant les répétitions. Il y a des moments où le plateau devait être préparé, donc il n'y avait pas le droit en fait d'avoir des accompagnateurs à ce moment-là. Donc quand moi je fais le soundcheck enfin le soundcheck, la répétition pendant quasi 2 heures, il y avait que la productrice. Je veux dire, enfin il y avait pas, j'avais pas d'accompagnateur, j'avais que des adultes de la production. Donc forcément, il n'a pas pu non plus tout vivre l'expérience que moi j'ai vécue. Et puis à cette époque, enfin à ce moment-là, moi je pense que j'étais tellement fatigué, je comprenais tellement pas grand-chose que du coup ben je lui ai expliqué comme j'ai pu, mais s'il avait su que c'était comme ça, il m'aurait jamais laissé là-dedans. Oui, je Enfin pense qu'il a bref, voulu le faire pour ton bien, mais c'était pas le moment et pas l'endroit, quoi. exact. Et puis, donc, pas vraiment une belle expérience, mais il m'avait quand même, finalement, il a quand même planté une graine au fond de moi qui m'a poussé finalement à vraiment commencer à m'entraîner à la maison, à chanter en fait, tout simplement. Et puis en rentrant en Suisse, j'ai fait des concours. En Suisse, j'ai fait des concours après, par exemple, le concours du 1er mai. Chez nous, le 1er mai, il y a une tradition où les gens vont chanter, vont faire du porte-à-porte et vont chanter. J'ai fait cette espèce de concours. J'en ai fait pas mal jusqu'à une émission aussi de chant où justement j'avais chanté de nouveau cette chanson d'Elvis Presley. Finalement, cette chanson d'Elvis Presley, elle m'est restée un peu collée à la peau. Mmh. Et puis jusqu'au jour où il y a l'émission Incroyable Talent en Albanie qui m'a contacté. À ce moment-là, je En devais avoir Albanie 12 ans. toujours? Mmh. Oui. Donc, donc l'autre émission du 1er mai, c'était en Suisse. Enfin, OK, le concours du 1er mai et l'émission que j'ai faite après, qui s'appelait Première scène, c'était en Suisse. Même OK. principe, des enfants qui chantent, euh, mais évidemment, Suisse, beaucoup plus sympathique, avec vraiment cette considération de l'enfant. Enfin bref, en fait, on peut pas leur en vouloir aussi en Albanie, c'est qu'ils ont en fait, en termes de matériel, en termes de budget, en termes de tout, ils ont quand même ils sont quand même beaucoup en retard en fait sur la production des pays forcément qui ont plus d'argent et puis qui se sont développés beaucoup plus en fait, comme la C'est France clair. ou la Suisse. Donc, donc voilà, et puis Incroyable Talent en Albanie. Et là, donc première édition, je participe, euh, et ça a été vraiment le tournant, ça a été le premier tournant de ma vie, dans le sens où à cette époque-là, j'ai 12 ans, j'arrive, j'ai dit ok, je viens chanter, mais je chante que du français. Parce que moi, je parle français et je sais chanter en français. Et je veux pas chanter un truc que je connaîtrais pas et que je comprendrais pas, et voilà. Donc déjà, j'arrive avec mes conditions, déjà à 12 ans, j'adore. Mais du coup, voilà, je me suis dit, j'y vais au culot. Et en fait, ça tombe parfaitement bien parce qu'en fait, en réalité, en Albanie, euh, ils ont une vraie passion pour la langue française, pour la musique française et la musique italienne. Donc, c'est deux, vraiment, euh, on va dire, pays qui les inspirent énormément artistiquement, musicalement. Donc, j'arrive et je chante aux auditions euh, face à un théâtre de, je dirais, voilà, un théâtre de 1000 personnes, plein. Je chante Belle de Notre-Dame de Paris. Et là, tout de suite, je me suis démarqué des autres talents parce que forcément, bah, un petit enfant qui chante dans une émission donc c'est une émission de tout âge, Incroyable Talent évidemment. Et puis et de tout, il y a de tout, il n'y a pas que de la musique. Mais du coup, quand on fait de la musique, on se démarquait vraiment parce qu'on était trois ou quatre sur tous. Parce qu'il y avait pas mal de cirque, il y avait pas mal de magie, il y avait pas mal d'humour, il y a plein de choses. Et puis voilà, demi-finale, c'est là où il y a eu le vrai tournant, où je chante Je t'aime de Lara Fabian et je me rappellerai toujours. Je chante dans l'émission, je sors de l'émission avec ma famille et il y avait
un amoncement de je sais pas combien de centaines de personnes dehors devant les studios de l'émission qui étaient dans le centre de Tirana en Albanie. Et puis le lendemain, les gens m'arrêtaient tous les mètres pour faire des photos avec moi. Donc on était obligé de se balader en voiture parce que si on se baladait à pied, c'était impossible de marcher tranquillement avec ma famille. Mais c'était incroyable en fait. C'était tellement, c'était vraiment, pour moi c'était très, en fait c'était assez drôle parce que finalement c'était pas vraiment concevable. Je comprenais pas comment ça se faisait que autant de gens finalement me connaissaient parce que pour moi il y avait que 1000 personnes dans le théâtre et c'est vrai que le rapport à la caméra il était tellement il était tellement particulier. J'avais pas de conscience de la caméra. C'était trop difficile pour moi. Finalement, comme tu me dis, des fois, j'étais mature pour certaines choses. Bah, pour d'autres, j'arrivais pas du tout à avoir la conscience de, en fait, si ça, derrière cet objet mécanique, électronique, bah, en fait, il y a des gens qui me regardent à la télé. Et Mais je j'arrivais crois pas à que me dire que, heureusement que tu t'en es pas rendu compte à 12 ans. Parce que exactement, t'imagines la pression. et heureusement, parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment pu considérer cette émission comme un jeu. Quand j'ai des parents, par exemple, qui viennent me voir après un concert et qui me disent, moi, j'ai ma fille qui chante et j'aimerais beaucoup qu'elle participe à The Voice Kids, ben, alors je ne veux pas démotiver les gens, parce que pourquoi pas, enfin, je veux dire, les enfants, enfin, les parents, les enfants, enfin, ils font les expériences qu'ils veulent, je peux pas empêcher les gens de vivre ce qu'ils veulent. Mais je leur dis toujours, oubliez pas, moi, à mon époque, c'était un jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de réseau. Mmh. Moi, quand je passais à la télé, il y avait la rediffusion sur YouTube et c'est tout. Il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas d'Instagram. Il y avait le début de Facebook, mais on postait pas encore des vidéos vraiment sur Facebook. Euh, voilà. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des choses sur Facebook, mais je veux dire, c'était le seul réseau, en fait, Puis il y a concrètement. ça et en plus, toi, tu avais cette chance-là que c'était pas dans ton pays. Donc en soi, tu as vécu cette gloire en Albanie, mais je pense que quand tu es rentré en Suisse, c'était fini, du coup. Bah, pas tellement, parce qu'en fait, alors, donc il y a eu cette demi-finale, et moi je finis troisième de l'émission. Donc vraiment, c'est assez dingue, parce que finalement, même 10 ans après, quand je fais l'Eurovision, les gens se rappellent de moi en Albanie encore du petit gosse qui allait chanter Incroyable Talent. C'est vrai? Donc c'est ça qui est assez fou. Ah Donc il y a ouais. eu vraiment un lien il y a eu vraiment un lien, c'est assez drôle. Donc, enfin bref. Et puis, je termine cette émission. Suite à ça, ça a fait un effet boule de neige. La France me contacte et me dit, on a envie que tu participes à Incroyable Talent en France. Mmh. Contrairement à l'émission que j'avais faite en Albanie, Incroyable Talent en Albanie, ça a été extraordinaire pour moi. Contrairement à cette espèce de mini Starac, Incroyable Talent en Albanie, ça a été une production extrêmement bienveillante. Et je me suis dit, mais en fait, la télé, peut-être que ce que j'ai vécu, c'était une mauvaise expérience, Mmh simplement. mh. Et que c'est Ouais, pas, et complètement. que c'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça tout le temps. Et effectivement, c'était pas le cas parce que quand j'ai vécu cette expérience, c'était incroyable, c'était vraiment chouette, quoi. Les gens s'occupaient toujours de moi, la présentatrice, le présentateur étaient constamment avec moi. Puis avec tous les enfants, ils aimaient beaucoup jouer avec nous, ils nous laissaient pas tout seuls. Il y avait des moments où quand même, quand tu passes des castings, t'attends 10 heures. Donc pendant 10 heures, t'es un gosse, t'as envie de courir partout. Enfin, je veux dire, bah là, c'était vraiment chouette. Tout était adapté, il y avait des coordinateurs qui restaient avec nous. Donc finalement, ils étaient en avance sur leur temps sur certaines émissions. Donc c'était assez drôle. Et puis, je me dis, bon, bah, j'ai adoré cette expérience. Donc, quand Incroyable Talent en France m'a proposé l'expérience, j'ai dit, bah, je fonce. Oui, j'ai adoré cette expérience. Donc, j'ai fait Incroyable Talent en France. J'ai passé les auditions. C'est assez drôle. Il y avait, euh, oh my god, ma mémoire, pardon. Il y avait Dave, Sophie, donc la directrice du Cirque du Soleil. Comment elle Incroyable. s'appelle? Sophie. J'aurais pas son nom de famille. Donc, c'est une très gentille femme brune. Je sais pas si tu vois. Je crois qu'elle s'appelle Sophie. Je crois que Je la vois non. parce que j'ai regardé, Incroyable Talent, Ok, bah mais je voilà. la connais pas Sophie son nom de et famille. Ouais. le fameux directeur du festival Juste pour rire, je crois. Mmh. Gilbert. Enfin, j'ai vraiment une mémoire catastrophique, donc désolé des noms. Enfin bref. Et puis, donc ils étaient les trois. Ils m'entendent chanter
Je t'aime, du coup, de Lara Fabian, parce que la production m'avait demandé de chanter Je t'aime, parce que ils avaient entendu ma version de Je t'aime en Albanie. Ils ont pas buzzé, mais ils m'ont dit, en fait, il y a une chanteuse qui vient de passer, et c'était soit toi, enfin, c'est soit toi, soit elle, et le truc, c'est qu'on se rend compte quand même qu'elle est plus prête que toi. Et en fait, finalement, donc ils ont pas buzzé pour moi, mais ils m'ont pas pris non plus. Et en fait, cette chanteuse, c'est Marina Kaye. Elle a gagné l'émission cette année-là. Et puis, effectivement, quand je regarde en fait avec du recul, euh, moi et elle, enfin, évidemment qu'elle était beaucoup plus prête que moi. Et je pense que moi, j'étais encore à cette époque-là dans l'imitation, voilà, enfin, dans l'imitation. Alors après, j'essayais pas d'imiter de manière caricaturale, mais j'avais appris par imitation. Alors que Marina Kaye, finalement, elle avait déjà son style vocal à cette époque-là. Bah, c'est vrai que t'as pas eu de chance parce que enfin, sur toutes les personnes qui ont vraiment marqué Incroyable Talent, t'es tombé sur une des plus marquantes, quoi. Voilà, c'est clairement ça. Et du coup, suite à ça, Incroyable Talent en Suisse me contacte. Donc finalement, j'ai fait la tournée des Incroyable Talent. Et je suis venu en Suisse, j'ai été jusqu'en demi-finale. C'était une super expérience aussi. Mais après, j'avais reçu encore des demandes de la France pour faire d'autres émissions. Et j'ai dit, là, stop, là, j'arrête. Suite à ça, à 13 ans, je Mhm. reçois une proposition de Sony. Euh, à l'époque, ils pensaient déjà à former les Kids United. Mm. Et on me proposait soit d'être un artiste solo, soit de rentrer dans un espèce de boys band d'enfants. Voilà. Alors, quel choix t'as fait? Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai 13 ans, j'ai raté tellement de journées d'école, je me balade partout, ça va pas du tout. En fait, là, il faut que je rentre en Suisse et que j'aille reprendre ma vie normale. Oui, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais niveau scolaire, là, tu fais comment? Parce que toi, t'es déjà J'ai une eu énormément star, de en fait. chance. Bah, en fait, j'ai énormément eu de chance parce qu'en fait, du coup, alors, je sais que maintenant, comme c'est. Bah, évidemment, comme il y a plus de structure, dans le sens. Il y a plus d'enfants qui font peut-être des émissions parce qu'il y a plus de structure pour. Il y a des Voice Kids, enfin bref, il y a pas mal de choses. Il y a plus d'enfants aussi qui font du sport. Et puis, donc en fait, ils ont dû adapter ça à l'école, mais moi, à mon époque, j'étais le seul de l'école à partir comme ça pour faire des émissions. Donc en fait, j'ai eu tellement de chance d'être tombé sur des profs qui m'ont toujours dit, écoute, tant que tu fais les devoirs qu'on te donne, euh, et que tu apprends bien ce qu'il y a décrit dans ton cahier et puis de ce qu'on travaille à l'école, euh, voilà, tu pars, quoi. On te laisse des journées. Mais après, c'était de nouveau, quand je partais, je faisais une émission, il y avait encore des choses à faire, des interviews, je restais très peu et je partais direct et je revenais en Suisse, j'allais à l'école. Mais j'ai raté pas mal de jours, oui, oui, je pense que j'ai raté quasi 2 mois d'école, je pense à une certaine époque, ouais. Ma question est peut-être naïve, mais est-ce qu'à ce moment-là, au moins, t'es sûr que tu veux faire de la musique plus tard? Mais en fait, je pense qu'à cette époque-là, je remarque que j'ai un pouvoir qui me dépasse, que je sais pas du tout contrôler, mais qui est là. Je vois qu'avec ma voix, les gens sont émus, les gens me disent tous, waouh, mais ce que t'as, c'est vraiment un don. Et je me dis, bon, bah alors, faut que, faut que je continue à le chanter haut et fort. Puis mon grand-père, il était vraiment là aussi pour me mettre en avant, pour toujours aller me trouver des émissions, pour toujours aller. Bon, après cet incroyable talent en Albanie, pour être tout à fait honnête, ça a été vraiment l'effet boule de neige. J'ai reçu plein de propositions. On me demandait de faire des émissions partout dans le monde. C'était très particulier, quoi. Et Mm, puis, même si j'avais la sensation, mais en fait, je pense que j'avais pas le recul pour me dire j'ai envie de faire de la musique de ma vie. Enfin, pas du tout. Je me disais juste j'ai raté trop de journées d'école, il faut que je rentre à l'école en fait. Donc je suis reparti à ouais, mais l'école c'est encore une fois une preuve de maturité, tu vois? et puis c'est très particulier parce qu'en fait quand j'ai reçu la proposition de Sony, c'était aussi une autre époque. C'était une époque où ils vendaient encore du disque et tout ça, donc forcément c'était d'autres contrats. Mm. Euh, Il y avait quand même énormément d'argent en jeu en fait, alors que j'étais un gosse. Et tes parents, là, ils interviennent pas pour te dire de faire ou de ne Bah, pas faire? bah ma mère, elle était avec moi quand on était évidemment quand on était en fait, donc la proposition de Sony. Mais c'est vrai qu'on s'est regardé et moi j'ai eu un énorme, comment dire. Ma mère, elle a toujours été là pour me remettre les pieds sur terre, en fait. Elle m'a toujours dit, enfin, elle m'a toujours demandé de rester humble, mais parfois même un peu trop, des fois dans le sens où j'ai jamais vraiment pu profiter.
enfin, j'ai jamais pu vraiment avoir un peu de fierté de ce que je faisais parce que elle me disait non, la fierté, ça engage aussi la grosse tête. Et puis, tu n'oublies pas que tu nous dois tout, que tu dois tout à ton grand-père, que c'est lui qui a déclenché ça. Puis en fait, heureusement finalement, parce que ça Ouais. m'a vraiment fait en sorte, enfin, ça a fait en sorte de garder ça et puis de faire en sorte que je sais aujourd'hui ben, de garder cette humilité et puis surtout d'avoir les pieds sur terre. Parce qu'effectivement, il y a des enfants qui ont des parents bah, qui ont énormément de fierté. Puis des fois, le problème, c'est pas enfin, très souvent, le problème, c'est pas l'enfant, c'est les parents et qui vont véhiculer cette fierté. Puis après, qui, effectivement, comme tu as dit avant, qui construisent enfin, qui, a un- qui, qui font, en fait, qui provoquent de la pression sur l'enfant, qui font que ben, l'enfant, il a de la peine après vraiment à toujours aimer la musique. Parce qu'au final, bah, ça le dégoûte avec le long terme. Enfin, quand ça t'apporte finalement plus de pression que de plaisir, ben, t'as plus envie de le faire. Donc, bref, donc j'ai eu de la chance pour ça. Et en fait, avec cette éducation-là, ça m'a fait que quand je suis arrivé pour le contrat de Sony, pour la discussion de ce contrat, j'ai dit, mais en fait, c'est bien gentil, merci beaucoup, mais en fait, non. Enfin, moi, j'ai pas envie de signer de contrat. Finalement, je vois que c'est ça la musique, d'accord. Enfin, il y a de l'argent en jeu et tout ça. Pour moi, c'était un plaisir, en fait. C'était, c'était pas du tout, voilà, c'est pas censé être un, voilà, moi j'aimais le côté plaisir, le jeu, en fait. C'est ça que j'ai aimé avec ces émissions, c'était vraiment, je jouais, en fait. Après. Ouais, c'était pas ton moment. Exact. Donc, suite à ça, je fais plus de concours. Voilà, à 13 ans, je me dis, maintenant, j'ai imité, j'ai chanté haut et fort, je ne veux plus ça. Je veux apprendre à écouter. Je veux apprendre à savoir qui je suis, c'est quoi ma signature vocale, c'est quoi que j'ai envie d'être comme artiste. Voilà. Donc, suite à ça, je me dis, c'est essentiel que je prenne des cours de chant. Donc, je vais au conservatoire pendant les journées portes ouvertes euh, et je vois une prof de chant. Je discute avec elle, je vois que j'ai un super feeling avec elle. Et puis elle me dit, bon, bah alors tu pourras revenir quand tu auras mué et tout ça, tout ça. Puis je dis, non, mais c'est pas possible en fait. Puis elle me dit, si, si, je donne pas de cours en fait. Si t'as pas mué, c'est pas possible en fait parce que ce qui est problématique, c'est que si tu chantes trop enfin, pendant que t'as pas encore mué, si tu veux bien, surtout pendant la période, on va dire même de la mue, ça peut endommager énormément tes cordes vocales, et puis bref. Donc c'était exclu, puis j'ai dit non mais c'est exclu que moi je parte d'ici sans avoir de cours. Donc moi je chante, puis elle me dit non non mais oublie, oublie. Donc je reviens 1 heure après, je chante, de nouveau je me mets dans son studio pendant qu'elle est là assise, et donc je m'assieds, je lui dis rien, je chante. Puis en fait au bout d'un moment elle a cédé, puis elle dit bon bah ok, alors je vois que t'as vraiment envie, on se voit la semaine prochaine. Et toi, tu conseilles de le faire a posteriori ou ça abîme vraiment la voix? Pas du tout. Parce qu'en fait, du coup, en fait, comme c'était une prof du conservatoire, finalement, c'est ça qui a été extraordinaire, c'est que elle m'a appris toute la technique d'un chanteur. Mais en 5 ans, je pense que j'ai chanté 4 fois. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, il y a tellement d'autres choses. Les gens, certes, enfin, souvent, ce qu'ils oublient, c'est que le corps, c'est un instrument. Les cordes vocales, donc c'est un instrument, donc, hein. Donc, Mmh. enfin, tu compares. Imagine, on va prendre ton. Tu peux comparer avec n'importe quel instrument, mais juste pour être plus simple, on va prendre une trompette. Donc, ton corps, c'est le corps de la trompette. Ok. Tes cordes vocales, c'est l'embouchure. Ce qui crée le son, c'est le souffle. Ce qui crée le son de la trompette, c'est pas l'embouchure, c'est quand toi tu souffles dans l'embouchure. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais, ouais. Donc, en fait, le plus important, finalement, pour faire de la musique, c'est ton souffle. Et c'est pour ça, par exemple, aussi qu'on voit très rarement des chanteurs en chaise roulante, parce que ils te font un appui dans le sol. Alors, c'est pas impossible, mais ils font un appui dans le sol solide pour que tu puisses faire circuler ton souffle et, en fait, finalement, les contractions de tes muscles et de tes nerfs et de tes tendons qui va aller faire voyager ton souffle dans ton corps. Ah ouais, c'est incroyable vu comme ça. Mmh mh. Ah, mais oui, finalement, c'est tout aussi important que les cordes vocales, voire plus. Et c'est ça qu'elle Mmh. m'a appris. En 5 ans, elle m'a appris à contrôler mon souffle, à comprendre mon souffle, à
l'allonger et avoir le souffle le plus euh, efficace, à vraiment comprendre comment respirer par le diaphragme uniquement, par les poumons uniquement, par le diaphragme d'abord et après les poumons. Tu vois, ou simplement, si tu as envie uniquement de vider le souffle de ton ventre et pas celui de tes poumons. Donc, en fait, tu apprends à avoir le contrôle total de ton corps. Et ça a été extraordinaire. Et même, ça a été en fait, oui, ça a été finalement, ça a changé ma vie parce que quand les gens me disent c'est un don ce que tu as, finalement, pas du tout. Je remarque, moi j'ai des enregistrements vocaux de quand moi je chantais quand j'avais 8 ans, c'est une catastrophe. Il n'y a rien de juste. Mais surtout que je le compare au sport, tu vois, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres sports, mais à la fin, celui qui gagne la course, c'est celui qui s'est entraîné tous les jours. Tu vois. C'est ça. C'est ça. Et puis, en fait, tu peux très bien avoir, par exemple, des facilités, évidemment. Je veux dire, j'ai quand même eu des facilités dans le sens, j'ai quand même plutôt une bonne oreille. Quand j'étais enfant, j'arrivais quand même à savoir, par l'imitation, j'arrivais à savoir, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, en termes de notes. Mais tu sais, c'est pas parce que tu es le premier aux 100 mètres, parce que tu as des prédispositions et puis que tu es plus, voilà, plus rapide sur les 100 mètres, que quand tu passes aux 1000 mètres, tu seras premier. C'est clair. Tu vois? Donc c'est un peu ça, c'est aussi le fait que je remarque qu'il y a des facilités, mais dès le moment où je dois chanter plus, je perds ma voix. Dès le moment... Donc forcément, je me dis, bon, il faut que je prenne des cours de chant. Et justement, ces cours de chant, ça a été une révélation totale et je me suis dit, mais en fait, c'est extraordinaire. Et mine de rien, c'était quand même pour préparer le classique. Donc le but, c'était d'apprendre le chant lyrique et tout ça, bref. Et puis, donc, je prends ces cours avec cette prof, donc le chant lyrique. Et puis, ben, en fait, je suis arrivé jusqu'à une étape où, quand le conservatoire me dit, bon, alors maintenant, c'est soit le chant lyrique, soit vous arrêtez, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'aimais faire d'autres choses. Et j'ai été déçu du conservatoire dans ce sens, c'est que, à cette époque-là, en tout cas, ils avaient une fermeture d'esprit qui faisait que, effectivement, ils te demandaient de choisir entre l'un et l'autre. Et moi, je me suis toujours dit, mais en fait, moi, j'ai envie d'avoir le choix toute ma vie. J'ai pas envie de me dire, je me perfectionne que dans un domaine. Et puis, du coup, j'ai dû arrêter. Mais en même temps, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que à cette époque-là, pendant cette période-là, jusqu'à mes 18 ans, donc de mes 13 à mes 18 ans, euh, j'ai essayé le conservatoire, j'ai essayé plein de styles de chant finalement différents. J'ai essayé de chanter du yodel, j'ai essayé le chant indien, j'ai essayé beaucoup de choses pour justement essayer de comprendre le mieux possible ma voix. Voilà. Et en même temps, en parallèle, j'ai découvert euh, des groupes qui allaient m'influencer dans le futur, des artistes qui allaient m'influencer pour le futur, bref. Et à 18 ans, je me dis, ok, je commence à composer, j'ai compris qui j'étais, mais il faut que j'apprenne à jouer avec d'autres gens. Donc je participe à une académie de musique qui s'appelle la Gustave Academy à Fribourg. Et puis l'idée de l'académie, c'était d'enregistrer à Abbey Road Studio. Donc je me suis dit, waouh, trop bien, partir à Incroyable. Londres pour enregistrer. Donc je me dis, bon, alors, allez, je participe, j'essaye, on va voir s'ils vont me prendre. Et j'ai été admis dans cette académie, j'ai rencontré mon groupe, avec qui je joue encore actuellement. Bon là, on va faire notre dernière date la semaine prochaine. Mais du coup, avec qui j'ai joué depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, donc, le but de cette académie, c'était de nous faire comprendre le milieu de la musique en Suisse et de jouer avec, voilà, de jouer avec des artistes de la région, donc, enfin, de jouer avec des musiciens, des gens qui étaient finalement au même niveau que nous. Donc, c'était trop bien, en fait. On se retrouve avec 20 personnes qui chantent, qui jouent, voilà. Et, euh, et suivant nos affinités, on devait essayer de faire des styles de musique ensemble ou faire des formations pour créer plusieurs groupes. Et, euh, et en fait, ça a été une expérience extraordinaire parce que, au final, j'y ai vraiment appris à collaborer avec d'autres artistes, d'autres musiciens. Et puis c'était un plaisir pour moi de découvrir les instruments et pas juste jouer piano-voix dans ma chambre. Non seulement le but de cette organisation, c'était de nous faire comprendre le milieu de la musique, mais on a aussi joué dans des festivals. Le dernier festival sur lequel j'ai joué, c'est à ce moment-là que ma mère me filme, sans m'en parler, parce qu'à cette époque-là, j'ai dit à ma mère, j'annonce à ma mère, bon, j'arrête les études, voilà, j'avais 19 ans, j'arrête les études, euh, et je me lance dans la musique. Donc, comment dire, ça a été un peu un choc pour elle, parce que même si elle croyait en moi, elle avait quand même peur. Donc, elle a voulu me soutenir, mais
assumer son soutien, sans m'assumer, en tout cas à moi, ce soutien. Donc, elle me filme et elle envoie la production de The Voice. Suite à ça, ma mère m'appelle le lendemain, elle me dit ils vont t'appeler, ils vont t'appeler. Puis moi, je dis mais qui va m'appeler? Puis elle me dit ils vont t'appeler, tu verras. Je dis ah d'accord, bon. Et là, je reçois bonjour. Donc, je suis un producteur engagé par The Voice pour dénicher des talents. C'est Bruno Barberes. Non, alors à cette époque-là, c'était quelqu'un que Bruno Berberes, je crois, avait mandaté. Mm. Grégory Weiss, il s'appelait, producteur Ok. qui habite Mhm. au Luxembourg, je crois. Puis il dit, j'ai vu la vidéo que votre maman m'a envoyée, j'ai eu un coup de cœur. Est-ce que ça vous dit de faire Est-ce que ça vous dit de faire l'émission The Voice? Et là, je me dis, ouh là 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 là. J'ai peur parce que je me dis, bon, on n'est plus dans une époque où je vais le considérer comme un jeu, et aujourd'hui, j'ai une identité artistique que j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de nouveau finalement de faire que des covers et puis d'être quelqu'un qui va pas avoir sa vraie identité musicale. Donc j'hésite, puis après je me dis, mais. Et puis j'en parle avec mon groupe, puis en fait, ils me soutiennent et je me dis, mais en fait, il faut que j'y aille. Peut-être que c'est l'époque aujourd'hui, maintenant, c'est le moment de montrer qui je suis. Et du coup, bah, j'arrive dans cette émission et puis, et voilà. Et du coup, je chante Christine de Christine and the Queens devant Mika, Jennifer, Julien Clerc et Soprano. Et les quatre se retournent. Incroyable. Les quatre se retournent, ouais, c'était incroyable. Je vis l'aventure avec Mika, et puis j'arrive jusqu'en demi-finale et je perds contre la gagnante, Whitney, et Mhm. puis donc de l'émission. Et puis ça a été très intéressant finalement parce que ça a été un vrai tremplin pour moi. Et puis ça a été intéressant parce que j'avais plus les yeux d'un enfant, et puis ça m'a vraiment permis de comprendre aussi la différence entre la musique et la télé. C'est quand même pas la même chose. Ah bah Et ça c'est sûr, puis, ouais. et puis suite à ça, donc un duo suisse qui s'appelle Alios me voit chanter sur The Voice, et ils me contactent et ils me disent mais salut, est-ce que ça t'intéresserait de faire un camp d'écriture? Puis je me suis dit bah, j'ai jamais fait de camp d'écriture. C'est un camp d'écriture vraiment chouette, tu verras. Voilà, ils ne m'en disent pas trop à ce moment-là, mais j'accepte du coup de faire ce camp d'écriture à Zurich, dans une petite maison au bord du lac magnifique. Et je vois quand j'arrive, il y a plein de groupes, il y a beaucoup de gens. Je me dis waouh, en fait, sacrément impressionnant. Et j'arrive avec une idée de chanson, Alios arrive avec une idée de texte, et puis finalement, ben, j'apprends à collaborer aussi dans l'écriture, dans la composition, donc c'était vraiment chouette. Et on écrit une chanson qui s'appelle Répondez-moi. Et à la fin du camp, ils me disent, en fait, ce camp d'écriture, euh, c'est le camp d'écriture que la Suiza, donc SACEM, entre guillemets en Suisse, donc l'association qui s'occupe de gérer les droits d'auteur, elle organise dans l'idée d'envoyer une chanson à l'Eurovision. Et là, j'étais là, hein? Puis Et là, vous j'ai auriez pas eu pu me le dire avant? exactement, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais quoi? Puis en fait, ils m'ont dit, ouais, c'était trop chou, mais ils m'ont dit, on n'a pas voulu te faire peur parce qu'on sait que tu sors d'une émission, et puis on s'est dit peut-être que si on te dit que c'est pour une autre émission, voilà, que tu viennes pas en fait. Puis j'ai dit effectivement, vous avez bien fait parce que je serais certainement pas venu. Et en fait, à ce moment-là, bah, moi je me dis, ok, bon, bah, je vais regarder ce que c'est l'Eurovision. Et là, je regarde l'Eurovision, et là, waouh, on parle d'un show quand même d'où Céline Dion est sortie, ABBA, il y a des gens, enfin voilà, il y a Lara Fabian qui a participé, Natacha Saint-Pierre qui a participé, Sébastien Tellier, enfin il y a tellement d'artistes qui ont Amir, ouais. participé. Oui, Amir, euh, dernièrement, oui, c'est vrai, Bilal Hassani. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'artistes qui ont participé à l'Eurovision, qui ont eu des carrières, enfin, internationales. Et puis, en fait, aussi l'engagement. Tu vois que, par exemple, à un The Voice où il y a 6 millions de téléspectateurs, quand moi je l'ai fait, l'Eurovision, il y avait 180 millions de téléspectateurs. Donc, on est quand même sur une échelle différente. On est sur une échelle mondiale, quoi. Et Bah en oui, oui, fait, évidemment. le fait de participer avec sa chanson, c'est là où je me suis dit aussi, waouh, en fait, là, je vais pas chanter une cover. Là, je me représente moi-même. Donc, ça m'a plu. Donc, après avoir hésité longuement, même pas une heure avant la fin du dépôt des chansons pour l'Eurovision, ben, j'envoie finalement, avant la fermeture des. Comment tu dis? Tu sais, tu peux envoyer ta chanson jusqu'à un délai, puis ben, une heure avant le délai, même pas moins d'une heure avant le délai, j'ai envoyé la chanson.
C'est en fou. pensant qu'elle allait pas être sélectionnée. Puis la chanson était en français, puis la sélection se faisait en Suisse alémanique, donc en Suisse allemande où ils parlent allemand. Donc je me suis dit, chanter en français, je me suis dit, les gens, ça faisait 10 ans que personne n'avait chanté en français. Et le dernier qui avait chanté en français, c'était un Suisse allemand. Donc juste pour dire. Est-ce qu'au fond de toi, tu espérais que ça marche pas? Mais alors, peut-être pas que j'espérais que ça marche pas, mais pour moi, au fond de moi, je te le jure, Mmh. je me suis inscrit et j'y ai même plus pensé. C'est que je me suis dit, mais de toute façon, ils me prendront pas. C'est sûr. Franchement. Ouais. Par rapport aussi à ce qui avait de présenté, l'Eurovision, il y a quand même ce côté kitsch. Bah, il faut pas oublier que l'Eurovision, c'est un concept qui existe depuis 1956. Donc, Mmh. les concepts qui sont aussi vieux, c'est Top Model, Les Feux de l'amour, enfin, je veux dire, et qui sont même pas aussi vieux en fait. Puis, je veux dire, Top Model et Les Feux de l'amour, c'est pas des exemples de modernité, quoi. Bon. Et puis, bah voilà, donc c'est forcément que ça a du kitsch. C'est une émission qui est extrêmement vieille. Donc, un Mmh. concept vieux qui forcément peut pas non plus toujours se moderniser. Mais comme quoi, là, ces dernières années, on voit quand même qu'ils sont extraordinaires. Et ils sont extraordinairement forts. Simplement avec des partenariats comme TikTok, et puis qui fait que quand il y a Maneskin qui gagne, c'est mondial. Et puis les chansons sont, même dans les billboards américains, ils ont signé là en Amérique. Donc franchement, c'est quand même, ça a du poids encore aujourd'hui l'Eurovision. Donc c'est quand même extraordinaire. Et puis, donc au fond de moi, je me suis dit, ils vont pas me prendre. Et je reçois un appel, donc tout ça c'était en septembre, je reçois un appel en décembre, quasi vers Noël, euh, où ils me contactent, ils me téléphonent et ils me disent, voilà, il faut venir, vous êtes dans les 10 premiers, donc il faut venir chanter votre chanson en live. Cette chanson sera envoyée à deux panels de jurys différents, et un jury de professionnels, et un jury voilà, mandaté par en fait, mandaté par la même entreprise qui s'occupe de faire les voix, enfin le système de vote du vrai Eurovision. Ah, Donc ils énorme. vont chercher, mais bien sûr en format plus Mmh. petit quoi. Donc il y a genre une centaine d'artistes et professionnels de la musique et de labels et tout ça, et même des musiciens un peu amateurs et tout ça. Enfin il y a vraiment de tout. Et un public de 100 personnes lambda choisi de manière complètement aléatoire. Et voilà. Donc je viens, je chante Répondez-moi en live, moi qui avais quand même très peur. Et en fait, il m'explique que donc, enfin, à ce moment-là, ils me disent rien, je rentre chez moi, ils me rappellent, et voilà, fin décembre, très rapidement après, voilà, et ils me disent, voilà, c'est toi qui as été choisi. Et là, je me dis, c'est pas possible. Première réaction, c'est d'accord, merci, j'ai raccroché, je suis parti au piano et j'ai commencé à répéter pendant 2 3 heures la chanson en me disant, voilà, voilà, voilà. Puis après, j'ai quand même réussi à célébrer, mais j'ai eu tout de suite très peur, en fait. Ouais. Je me suis dit, oulala, là, 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 je serai pas prêt. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je serai pas prêt. La pression, quoi, le stress. Mais tu représentes ton pays, en fait. Enfin, c'est énorme. Oui, oui, c'était très, ça m'a fait très peur en fait. Mmh. Donc, conférence de presse en Suisse, la chanson est présentée 10 minutes avant de, enfin donc, en fait, la chanson passe, puis après il y a 10 minutes d'introduction, voilà. Et puis après, je devais aller sur place, donc, enfin, à Zurich de nouveau, à la télévision suisse, voilà. Et puis, j'ai eu la merveilleuse idée d'aller sur les réseaux, puis la chanson sort. Et là, je vois déjà quelques critiques en fait, et même de certains journaux. Donc je me dis, oh, wow. Les gens qui disent voilà, une chanson en français, on va jamais aller loin, pff, voilà, encore une balade, ça marchera jamais. Bref, donc moi je me dis, oulala, donc je me suis dit, mais les journalistes, ils doivent détester ma chanson en fait, Mais tu déjà. vois, du coup, j'en profite pour, passer un petit message parce qu'on n'en parle pas souvent dans le podcast, mais, il faut vraiment faire gaffe à ce que vous écrivez en commentaire sur les réseaux parce qu'on part du principe que c'est sur les réseaux et que personne le lit, mais les artistes le lisent. Faut C'est vraiment clair. arrêter de d'écrire n'importe quoi sur les réseaux. Et on n'oubliera jamais le pouvoir du négatif sur le positif, Mmh mh. où on a beau recevoir énormément de commentaires positifs, euh, il y a toujours un moment où il suffit d'un commentaire négatif et il peut rester ancré en nous suivant si ça vient toucher un complexe ou si ça vient toucher quelque chose de sensible chez nous. C'est vrai que c'est toujours particulier, Mmh. euh, enfin bref. Mais du coup, donc, mais effectivement, c'est bien de le rappeler. Mmh. Et puis, donc j'arrive dans la salle avec les journalistes, puis en fait finalement ça se passe super bien, c'est trop bien. Et puis j'ai un super accueil,
ils trouvent que j'ai une super voix et tout ça. Puis en fait, ils m'ont bien aimé aussi parce que j'ai été tout de suite, de nouveau, j'ai gardé cette humilité. Et puis de toute façon, bah, c'est qui je suis, donc voilà, je vais pas me changer. Et puis, donc super, je me réjouis, on prépare la chorégraphie, je pars en Suède et tout. Et là, bim, le Covid, qu'on connaît bien. Donc il y a annulation du show, voilà. Et en fait, on apprend qu'en fait, étant donné qu'il y a des émissions qui sont ultra importantes comme le Sanremo en Italie et tout ça, ben l'Eurovision décide qu'en gros, on peut pas revenir avec la même chanson de un, mais qu'en plus, les pays n'ont pas l'obligation de garder les mêmes artistes. Mais non. Oui, donc j'aurais pu ne pas le faire. Et il y a pas mal d'artistes de certains pays qui n'ont pas pu, du coup, ni chanter à l'Eurovision. Bah, par exemple, en France, c'était Tom Leb qui devait chanter à la base. Mhm. Et puis, ben, ça a été annulé. Puis c'est Barbara Pravi qui est venue. Oh là là, ah ouais, je connaissais Donc, pas cette histoire. donc en fait, voilà, il y a eu ce moment-là. Et moi, j'étais extrêmement frustré par rapport à ça. Et puis là, j'ai la délégation suisse qui m'appelle et qui me dit, bon, bah, nous, on a vraiment envie que ce soit toi. Euh, et puis qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai dit écoutez, moi j'ai envie de vivre cette expérience jusqu'au bout, mais en revanche, si on fait l'expérience, j'ai envie que ce soit exactement la même chose. C'est-à-dire que je veux composer la chanson comme on l'a fait la dernière fois, que ce soit une chanson qui me ressemble à 1000%, parce que je veux pas chanter la chanson de quelqu'un d'autre. Et finalement, ben, au final, on a fait je sais pas combien de camps d'écriture à partir de ce moment-là. D'ailleurs, je pense que ça m'a un peu même dégoûté parce que quand tu sais que tu dois fournir un certain standing, il n'y a plus le côté naturel et instinctif de bon, on a fait une bonne chanson, est-ce que ça vous dit qu'on l'a comment on dit ça, Ouais, qu'on voilà, l'envoie. qu'on l'envoie et puis enfin sans pression et puis on verra et puis la chanson elle a pas forcément aussi le modèle de la chanson Eurovision type. Tandis que dès le moment où tu sais que tu vas y participer, après tu réfléchis différemment. Tu réfléchis de manière à ce que ah oui, bon, est-ce que le couplet il est assez efficace? Est-ce que le refrain là il arrive assez vite et tout ça? Donc moi je me suis dit, oulala, ça va pas le faire. Et là, premier camp, première chanson, je dis, j'ai vraiment envie que ce soit qu'on parte de l'Eurovision et qu'on fasse une belle chanson. Et c'est ce qui s'est Mhm. passé. Et on a composé tout l'univers. Et puis avec Nina Sempermans, une auteure belge, auteure-compositrice belge, et avec Wouter Hardy, celui qui avait composé Arcade, qui avait donc une chanson, je pense que tu dois connaître, c'est une chanson qui avait gagné l'Eurovision justement 2 ans avant mon année, sauf erreur. Et puis, et puis du coup, ben, il y a eu un feeling. La chanson, elle a été écrite en anglais, elle s'appelait Ground Zero. Et puis, elle parlait du point d'impact, de finalement comment une explosion, c'est dans notre vie, c'est à la fois la fin de quelque chose, mais c'est à la fois, mine de rien, l'occasion de pouvoir tout reconstruire et en apprenant du passé. Et puis, voilà. Et en fait, quand même, j'ai trouvé que j'arrivais plus à délivrer les choses en français. Donc, on a réécrit le texte après en français. Et puis, ben voilà, la chanson a été présentée. J'ai pu aller jusqu'au bout du processus. J'ai repris les mêmes collaborateurs, que ce soit pour la tenue. J'avais des stylistes suisses qui habitent maintenant à Paris, qui s'appelle Evan Benjamin. J'avais une productrice, enfin directrice artistique suédoise qui était super et puis avec qui j'ai pu rebosser. Donc finalement, j'ai pu vraiment aller jusqu'au bout du processus et pendant des mois, j'ai pu vraiment préparer finalement qui je voulais être et ce que je voulais montrer de moi avec quelle chanson. Et puis j'ai vécu cette expérience qui était honnêtement la plus belle expérience de ma vie. Bah oui, c'est énorme. Et puis, et puis j'oublierai jamais le fait que quand je suis sorti de scène, la première personne que j'ai appelée en vidéo, c'était mon grand-père et il avait les larmes aux yeux. Donc finalement, la boucle était un peu bouclée. Donc j'étais content de pouvoir aussi lui montrer ça. Puis tu as été, très bien classée en plus. Oui, et du coup, j'ai fini premier du jury. Et avec le public, j'ai fini troisième. Le premier étant Maneskin et en deuxième place, Barbara Pravi. Donc effectivement, j'étais extrêmement fier. Et puis je pense qu'en fait aussi, mine de rien, j'ai eu la validité que je cherchais toute ma vie. Je l'ai ressenti à ce moment-là. Et puis je me suis dit, j'ai envie d'être valide, j'ai envie de me dire que je suis un artiste. Et quand il y a eu quand il y a eu ce moment-là, par rapport à ce que j'ai montré, j'ai pu montrer tout ce que je voulais vraiment montrer.
de qui j'étais, que ce soit même sur la mise en scène, ou que c'était quelque chose de minimaliste, mais que ça restait quand même un peu de la danse, mais c'était pas de la danse, avec ma voix, où j'ai vraiment pu montrer les palettes différentes de ma voix, en ayant une musique très, on va dire, à la Woodkid, donc un truc très organique, euh, avec des violons, avec quelque chose de quand même très sentimental, puis en même temps, c'était pas complètement une balade parce que c'était rythmé. En fait, j'ai vraiment pu construire un puzzle très spécifique et j'étais content de pouvoir le montrer comme tel, en fait. Et puis, ça a été aussi un exercice de professionnalisme extraordinaire. Moi, je me rappellerai toujours quand on a fait la première répétition, parce que quand on arrive sur l'Eurovision, c'est 2 semaines de répétition, sauf pour les pays qui sont qualifiés d'office. Ben, parce qu'il y a 5 pays qui sont les gros diffuseurs qui, pour des raisons justement de diffusion, en fait, sont automatiquement qualifiés. Donc il y en a 5, le Big Five, enfin bref. Et puis le reste des candidats, on vient avant, quoi. Et puis, la première fois qu'on a fait la répétition, donc Sacha, qui était ma directrice artistique, et moi, on s'est posé après avoir filmé la répétition. Et en fait, tu vas dans une green room pendant 1 heure et tu as 1 heure maximum. Après, ça dépend à quel moment, mais la première fois, je crois que tu as 1 heure maximum. Et pendant 1 heure, tu épluches chaque plan pendant 3 minutes. Enfin, je veux dire 2-3 minutes, tu vois. Donc, chaque plan, quand je te dis chaque plan, c'est à la milliseconde en fait. Ouais. Puis tu regardes, ah oui, bon, alors le changement, je le veux à la milliseconde. Tu vois, c'est tellement précis. C'est c'est assez impressionnant. Et puis du coup, en fait, tu choisis pour que tout, effectivement, pour que tout soit calé, mais à la milliseconde près, au millimètre près sur le cadrage. Donc c'est extraordinaire. Et puis ça, de nouveau, c'est des corps de métier où t'as 15 personnes dans la salle et puis qui disent ça c'est possible. Alors cet angle-là, ça va pas être 35 degrés, ça va plutôt être à 35,2. Euh, donc c'était vraiment extraordinaire. Franchement, ça a été aussi pour moi, ça a été impressionnant de voir finalement le processus de non seulement de la musique, mais en fait de la télé, de mais à son plus, mais enfin le plus détaillé possiblement quoi. Enfin c'était extraordinaire. Et tu as eu de la chance de pouvoir assister à ces décisions-là parce que c'est souvent une décision de réalisateur. Et c'est Oui, bien qu'on t'ait laissé ton mot à dire là-dessus, en fait. en fait j'avais la chance justement d'avoir cette directrice artistique extraordinaire. Après, pour être totalement honnête, j'ai pu donner mon avis sur les grandes lignes, mais ça va extrêmement vite. Et puis la réalisatrice, donc la directrice artistique, elle sait quand même aussi ce qu'elle veut et puis ce qui rend plus joli ou pas. Parce que enfin, le problème aussi, c'est que moi, je pouvais pas demander sur certains plans, par exemple, je peux pas dire, ah bah finalement, plutôt que ce soit une caméra de droite à ce moment-là, est-ce que ça peut être une caméra de gauche? Parce que moi, j'ai en l'occurrence il y a des connaissances que j'ai pas, donc je peux pas savoir qu'en fait, peut-être à gauche, il y a 2 techniciens pendant ce temps qui sont en train de bouger le décor précédent, parce que entre chaque prestation à l'Eurovision, il y a 45 secondes de changement de décor. Donc 45 secondes, ça veut dire enlever l'ancien décor et mettre le nouveau. C'est une performance incroyable. Donc c'est extraordinaire. Franchement, pour certains décors, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc il faut que ça marche. Il y a des fois 25 personnes sur scène pour déplacer un décor. Enfin voilà, donc je veux dire, il y a des choses enfin il y a des notions que j'avais pas, mais c'était effectivement extraordinaire pour moi d'assister à ce genre de choses aussi parce que ça m'intéressait en fait. Et puis voilà, ça se passe extrêmement bien. Donc je finis troisième. À croire que je connais bien la troisième position. C'est vrai. Et puis du coup, voilà, la validité dont je cherchais. Suite à ça, j'ai signé avec un. En fait, pendant l'Eurovision, j'ai participé à The Voice All Stars. Donc, pendant l'annulation Mhm. de l'Eurovision. Parce qu'en fait, mon rêve, c'était de rencontrer Zazie. Et avec Bruno Berberès, justement, il m'avait dit on fait l'édition The Voice All Stars, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit écoute, si tu m'aides à trouver un label, je participe à The Voice All Stars. Belle négociation. Voilà. Et puis il m'a dit ok, je vais te présenter 5 labels. Donc j'ai rencontré 5 labels différents et j'ai rencontré du coup Joe Co, le label avec qui j'ai signé pour mon premier album. Et puis du coup, j'ai participé à The Voice All Stars du coup avant l'Eurovision, mais celui qui allait se faire, pas celui qui a été annulé. Donc pendant l'Eurovision annulée, en gros, j'ai participé à The Voice All Stars. Et puis
Du coup, ben, The Voice of Stars a été diffusé après l'Eurovision, je crois. Donc c'est assez drôle aussi parce que forcément les gens ils me disent ah mais pourquoi tu reviens à The Voice alors que tu as fait l'Eurovision? Puis je disais bah en fait j'y étais avant, mais bon. Et puis c'était extraordinaire parce qu'en fait j'ai pu rencontrer Zazie, j'ai eu un super feeling avec et je me suis rendu compte que non seulement c'est une artiste que j'admire extrêmement, voilà, mais en plus que c'est une personne, une personnalité humaine extraordinaire et puis avec beaucoup Mm. d'humanité. Voilà, ça me plaît, enfin elle me plaît vraiment beaucoup. Alors du coup, bah, j'étais extrêmement content enfin, de la rencontrer. Mais je voulais pas lui parler tout de suite du fait que je voulais écrire avec elle parce que je voulais pas que ça influe dans l'émission. Bref, puis quand on arrive à la demi-finale, j'étais face à Anne Silla, donc je savais que j'allais préparer mes bagages. et puis, euh, et c'est à ce moment-là que je lui dis, mais en fait, en réalité, moi, je veux surtout travailler avec vous, c'est mon rêve. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est pas parce que tu sais bien chanter que tu sais bien écrire et composer, donc envoie-moi quelque chose, voilà, ta Elle est chanson très honnête, hein. que tu aimerais travailler. Exact. Et c'est ça que j'ai toujours aimé chez Mm. elle. Et je lui ai envoyé la chanson que j'avais écrite en anglais. Et puis, elle m'a appelé directement après. Elle m'a dit, mais c'est extraordinaire, je veux bosser avec toi là-dessus. J'ai déjà des idées. Enfin, c'était assez fou, quoi. Elle a eu vraiment un coup de cœur pour ma musique. Et puis, elle m'a écrit un texte, du coup, qui s'appelle Un cœur qui cogne sur mon album. Et puis, du coup, j'ai rencontré mon label. Et ça se passe super bien. Et puis, je vais enregistrer mon album. Je cherche des producteurs français. Et puis, je fais quelques tests, mais ça va pas comme je veux. Puis, en fait, moi, l'essentiel, c'était surtout que je voulais garder mes musiciens. Puis ça, c'était assez dur finalement parce que enfin, souvent, les producteurs français, ils ont leurs propres Ouais. musiciens. Et puis, ils sont pas forcément ouverts à la négociation là-dessus. Puis moi, je voulais vraiment pouvoir jouer avec mes musiciens dans l'album. Puis surtout, avoir le côté, la même énergie, en fait, conserver cette énergie ce feeling que j'ai avec mes musiciens, mais dans les chansons que ça s'entende. Et puis, on a tout essayé. Puis à la fin, j'ai dit, mais en fait, moi, mon rêve, ce serait de travailler avec Tim Bran, le producteur de London Grammar, de Mm. Birdie, enfin, bref. Et puis, on l'a contacté. Il nous a répondu. Il a eu un coup de cœur. On s'est vu la semaine suivante. On a enregistré 2 titres que je lui avais envoyés en maquette. Puis il a adoré. Alors, du coup, ben, finalement, et puis moi, j'ai adoré surtout aussi. Et puis, on s'est revus et puis on a fait quasi tout l'album ensemble. Il y a que quelques chansons qui n'ont pas été produites par lui. Mais voilà, j'ai bossé avec lui sur tout l'album. Donc j'ai eu de la chance, j'ai enregistré en Angleterre, mais aussi tout l'album, je l'ai enregistré au studio de la Seine à Paris. Donc, ouais, donc j'ai eu une chance extraordinaire. Puis après, je parlais avec Julie d'une chanson qui s'appelle Cancer. C'est Julie Berthollet qui est déjà venue dans le podcast. Exact. Et puis, donc Julie qui est quand même une très Ouais. grande amie à moi, et puis aussi à toi d'ailleurs. Oui, aussi à moi, on va lui faire un gros bisou. Gros bisous Julie. Et puis du coup, ben, il y a eu cette discussion que j'ai eue avec Julie où je me disais, mais j'aimerais vraiment avoir enfin, quelqu'un qui joue de la trompette en fait sur ce titre-là, parce que j'imagine bien la symbiose entre guillemets mon cri à la fin qui est très comme un pleur, et puis une trompette qui a aussi ce son des fois un peu criard. Puis en fait, ce que j'aime avec la trompette, c'est que symboliquement, je trouve que elle a un côté très comment on dit, très euh, j'arrive pas à trouver le mot, c'est un peu comment dire, solennel. Ah voilà. La trompette, je trouve que c'est vraiment un instrument solennel, et puis ben, souvent d'ailleurs quand il y a un hommage euh, enfin un hommage par exemple aux victimes de la guerre et des choses comme ça, c'est souvent des instruments à vent qui sont utilisés, comme la cornemuse dans certains pays et comme la trompette dans d'autres. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté solennel et très hommage dans cet instrument, qui rend un Mhm. bel hommage. Et du coup, je lui en parle, et puis elle me dit, mais tu devrais parler à Ibrahim Malouf. Je lui dis, mais tu rigoles ou quoi? Je dis, je pensais à quelqu'un, mais je pensais pas forcément au top, quoi. Comment moi je peux contacter quelqu'un comme ça? Et puis elle me dit, mais moi je le connais. Moi je le contacte pour toi si tu veux. Puis je dis, t'es sérieuse? Puis elle me dit, oui, oui, je le connais. J'ai déjà bossé avec lui. Je suis sûr qu'il adorerait. Je dis, ah ok. Ben du coup, il lui a envoyé ma chanson. Et assez rapidement, il est venu vers moi, il m'a écrit et il m'a dit, écoute, j'aime beaucoup ta chanson. Quand est-ce qu'on enregistre tout ça? Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu veux? Puis là, j'étais là, waouh. Alors, je lui ai dit, écoute, je te laisse libre interprétation de ce que tu veux jouer. Et puis, après, on a remodelé un peu comme on a voulu, avec du coup le producteur. On a pris certaines parties, et puis d'autres, on les a mis avant, après. On a fait un peu un switch, mais ça reste très naturel à Louis, donc c'est super. Il a validé, il a adoré, et puis il
il m'envoyait des images d'enregistrement depuis Beyrouth, depuis la France. Enfin bref, c'était vraiment super et c'est un super type. Et puis j'ai eu un super contact aussi. Puis voilà, puis du coup, ben, l'album est sorti l'année passée. Et puis du coup, ben, euh, j'ai fait des dates en France aussi, en fait. J'en ai pas fait beaucoup en France, mais j'en ai fait en France. J'ai fait des dates en Suisse. Euh, j'ai joué aux Pays-Bas, en Espagne, euh, en Albanie, au Kosovo. Euh, donc voilà, j'ai un peu tourné en fait. Et puis là, fin de l'année passée, je dirais, bah, finalement, j'ai décidé de rentrer en Suisse. Les gens me manquaient trop, mes gens à moi. Mais cette fois-ci, pas dans mon petit village de Bras, mais là, je suis à côté de Montreux, donc je suis au bord du lac, avec la vue sur le lac. Et j'avais besoin d'eau, en fait. J'avais besoin, ça me manquait à Paris, même si à la Seine, j'arrivais pas à me connecter vraiment. C'est pas Enfin, exactement la même chose. ouais, c'est vrai que c'est pas la même chose qu'un lac, quoi. C'est pas, C'est ça. voilà. Du coup, tout ça, tu le fais avec le statut d'intermittente du spectacle maintenant ou tu as monté ton auto-entreprise pour vendre tes spectacles? Alors moi, je suis en indépendant. Donc en Suisse, c'est un autre système, il n'y a pas l'intermittence. Donc je suis un indépendant, c'est-à-dire que c'est assez drôle. C'est que quand on est chanteur, on a le même statut bah, enfin, je veux dire qu'un coiffeur ou, Eh oui. donc on a donc ce statut d'indépendant en fait qui nous permet de gérer entre guillemets en fait notre activité de manière administrative. Donc je suis indépendant. Et puis ben voilà quoi, j'offre des prestations à des demandeurs de prestations quoi, simplement. Donc je fais des festivals, des concerts, voilà. Puis parfois je vais aussi chanter dans des, comment on dit ça, dans des espèces d'entreprises, mais quand c'est souvent, enfin je veux dire, il y a des entreprises qui sont super Oui, intéressantes, des qui ont des comités super d'entreprise. des comités d'entreprise, mais c'est généralement des comités d'entreprise qui sont filmés, qui sont diffusés à la télévision, qui sont, je veux dire, voilà, c'est des super shows. Et puis après, ces temps aussi, forcément, je joue aussi beaucoup pour des associations. Puis j'adore ça. Et euh, voilà, je fais un peu de tout, quoi. Mais là, surtout, en ce moment, je me suis acheté un piano. Là, je viens de m'acheter un super piano. Et puis l'idée, c'est de préparer ce deuxième album. Et puis j'ai deux gros projets qui arrivent. Dont je peux absolument pas parler évidemment, mais Mais on a hâte de le savoir. ben j'espère que les deux se réaliseront surtout. Euh, bon, Mm. si c'est que l'un ou l'autre, c'est pas dramatique, mais ce qui serait un peu dommage, c'est si les deux tombent à l'eau. Mais euh, mais oui, effectivement, j'ai deux gros projets qui sont vraiment chouettes. Un qui me permettrait vraiment ouais, un qui me permettrait vraiment en tout cas de faire de la musique partout dans le monde, et l'autre qui serait un autre tremplin qui pourrait me permettre de nouveau euh, de pouvoir peut-être aller toucher des collaborations plus compliquées à avoir. Voilà, parce que en plus, mon problème, c'est que j'ai des envies de collaboration, évidemment, super faciles à chaque fois, des gens qui sont inatteignables parce qu'ils sont tout en haut. Céline Dion, si tu nous entends. Alors, presque, ouais, presque. Mais en vrai, je pense qu'un de mes rêves, ce serait de collaborer avec Sting. Mais bon, voilà quoi. Ah ouais, oui. Voilà. Oui, mais ça peut se faire un jour, hein. Mais j'ai vu que sauf erreur, il a vendu son catalogue à Universal pour des centaines de millions d'euros. Donc, je pense que là, effectivement, voilà, je pense qu'à mon avis, j'ose espérer que s'il fait des choses, ça va être que pour son plaisir pur et dur. Ouais. Et je pense que, ouais, je pense qu'il est bien là. Je pense que Sting il vit une belle vie là. Je me fais pas trop de soucis pour lui, en effet. Ça, c'est trop bien. En tout cas, ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est que moi, je reçois souvent des artistes qui, justement, ont galéré à chaque étape, à justement avoir un peu de visibilité et tout ça. Et toi, ça a été un peu l'inverse, j'ai l'impression. Genre, toi, il a fallu te faire violence pour stopper et t'écouter et prendre C'est ton vrai. temps. Et c'est hyper intéressant de le voir comme ça aussi et de se dire, dans les deux cas, c'est pas facile au final. Parce que toi, il a vraiment fallu de la maturité pour réussir à dire, non, là, c'est pas le moment, j'attends encore un peu, pour Mais, imposer ton tempo. mais en fait, pour être tout à fait honnête, hein, et vraiment, je pense que
clairement, j'ai eu énormément de chance déjà. Après, j'ai forcément aussi provoqué cette chance à un moment donné. Mais j'y ai cru, j'ai été super optimiste. Et puis surtout, non, franchement, j'ai pas galéré et ça a été facile. Franchement. Comparé à maintenant. Et maintenant, forcément, quand on fait, tu sais, bon, après, je vais pas me comparer à ça quand même, parce que je pense que j'en suis loin encore, mais c'est comme quand tu es un chef 3 étoiles Michelin. Qu'est-ce que tu fais après? C'est pour ça que souvent, il y en a, enfin, c'est horrible, mais c'est pour ça qu'il y en a qui se suicident ou qui arrivent à un stade où, en fait, ben, quand t'es arrivé à un summum, qu'est-ce que tu fais après, en fait? Tu vois? Et oui, c'est sûr. Ben, il y a un peu ce truc, quand j'ai eu l'Eurovision et puis que j'ai fini en troisième position, et puis que je vois que par rapport à, enfin voilà, je veux dire, l'Eurovision, c'était il y a 3 ans, j'ai 26 ans, j'avais 23 ans, je veux dire, 22, 23 ans, je veux dire, à 22 ans, quand tu arrives à avoir enfin, à percuter mondialement les gens, parce que l'Eurovision, c'est jusqu'en Australie, puis il y a des gens des États-Unis qui viennent me voir en concert, encore aujourd'hui, donc, enfin, je veux dire, quand tu arrives à avoir cette influence-là, euh, bah, qu'est-ce que tu fais après? Ben, c'est là aussi où j'ai dû me poser et me dire, bon, bah, ok, je sens que j'ai une espèce de validité musicale, parce que je vaux quelque chose, ok, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qui a été aussi dur, c'est qu'en fait, heureusement que pour l'album, j'avais déjà des titres de près, évidemment, enfin, le trois quarts des titres, je les avais déjà composés avant l'Eurovision, évidemment, mais, euh, mais en fait, c'est pour ça que la période là, entre l'album qui est sorti l'année passée et puis aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps de ratterrir comme il faut et me dire, bon, on va se remettre à travailler comme il faut, à vraiment retrouver cette discipline, parce que le problème aussi, c'est qu'après, tu pars dans tout le monde, tu fais des interviews partout. euh, Enfin, je me rappelle que avant d'arriver sur place à l'Eurovision, j'ai voulu prévenir pour avoir moins d'interviews sur place, comme ça je les ai fait en avance. J'ai eu en 3 jours 50 interviews. À la fin, tu sais même pas ce que tu as déjà dit, quoi. Exact. Donc en fait, il y a un peu ce truc de, il y a un peu ce truc de, tu perds le fil, et puis oui, puis en fait tu fais plus de musique. En fait, tu fais presque de l'influence en fait à un moment donné, parce que finalement, bah, on t'invite là, on t'invite par là, tu te présentes là, puis il y a des choses super, mais j'ai perdu en fait juste le fil rouge, le fait que en fait je dois juste faire de la musique à la base, et c'est ce à quoi je dois entre guillemets me limiter, c'est faire de la musique et retrouver cette discipline là. Donc c'est ce que je retrouve gentiment, mais c'est maintenant que c'est beaucoup plus dur, je trouve. C'est que ça a été beaucoup plus dur pour moi, cette étape-là dans ma vie, que quand j'étais enfant. Parce que quand tu as le choix, c'est quand même, comme on dit en Suisse, c'est des problèmes de riches. C'est quand tu as le choix entre un contrat ou un autre, bah, c'est que tu as de la chance comparé à tous ceux qui n'ont jamais reçu de contrat. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, mais il faut aussi Donc, te préserver quand même, quoi. oui, bah, c'est vrai que pour ça, en vrai, ce qui fait foi, c'est l'entourage. Et j'ai eu de la chance Mm. d'avoir cet entourage-là dont j'avais besoin. De nouveau, de la chance. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vois que ça va être maintenant les années de galère. Mais je sais qu'elles sont nécessaires, ces belles années. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens durant mon parcours, ben, des gens comme Isabelle Huppert, dont c'est la personne dont je suis le plus fan, je pense. Bah Enfin, ouais, c'est c'est clair. la personne, entre guillemets, c'est la personnalité que j'admire le plus de tout. Enfin, il y a des gens que j'aime beaucoup dans la musique, mais il y a personne que j'admire enfin, comme j'admire Isabelle Huppert, clairement. Donc quand j'ai pu la rencontrer, ça m'a fait plaisir aussi de discuter avec elle. Et en fait, je vois que en fait, ce qu'il y a en commun dans les artistes, souvent cinéma, ce qui est différent de la musique, c'est qu'il y a quand même ce qui font que j'ai l'impression qu'ils ont une meilleure connexion, c'est qu'ils ont tous quand même plus ou moins galéré. C'est vrai. Ce qui est pas la même chose que les musiciens avec le format actuel de TikTok où tu peux faire une chanson, ça perce. Puis en fait, si ça se trouve, t'avais rien fait avant, puis tu cartonnes et du coup, ben, on te voit partout. Et puis ben, forcément, comme t'as aucun repère, puis comme t'as l'impression que tu viens de faire un truc, ça cartonne, donc tout ce que tu vas faire, ça va cartonner. Et ben, voilà, c'est difficile de. Après, enfin, moi j'ai rencontré des artistes justement qui ont fait un titre qui a cartonné sur TikTok, puis après, 3 ans après, on n'en entend plus parler. Mais quand ça a cartonné, ben, tu vois que c'est des gens qui sont pas forcément. Qui n'ont pas justement le recul et l'humilité de se dire, mais en fait, peut-être que ça va redescendre, il faut que je continue à bosser. Puis qu'en fait, qui tournent avec un seul titre, tu vois ce que je veux dire?
C'est ça, c'est pour ça que je trouve que tu as eu vachement raison de ne pas signer chez Sony et de faire plutôt le conservatoire, parce que du coup, tu as posé les bases pour ensuite que ça puisse durer des années, parce que c'est bon, tu savais le faire quand même. Ben, en tout cas, effectivement, j'ai l'impression d'avoir pris les bonnes décisions. Mais c'est clair que maintenant, le problème, c'est quand tu as eu ce truc où tout le monde vient vers toi, bah, il faut se réhabituer à aller vers les gens à un moment donné. Parce que tu vois, je veux dire, je me suis détaché des gens, je suis parti de Paris, je me suis reculé sur les réseaux, j'ai beaucoup moins posté de choses. Donc forcément, bah, l'influence, elle descend, euh, les gens suivent moins, parce qu'il y a moins d'actualité, il y a moins de titres qui sortent. Et puis, donc voilà, donc en fait aussi, je pense que mine de rien, pour me préserver, j'ai peut-être pas pris la meilleure, enfin j'ai pris la meilleure décision si je voulais juste me préserver, mais pour entre guillemets durer avec l'exposition de l'Eurovision, j'ai pas forcément pris la meilleure décision du monde. Mais de nouveau, je trouve que j'ai quand même pris les décisions qui ont à chaque fois ont été des sages décisions ou quand elles ont été risquées, elles ont toujours eu quand même des influences positives parce que j'aurais très bien pu faire une prestation catastrophique à l'Eurovision et puis là ça aurait été enfin c'est pas la fin du monde après de toute façon ça on apprend avec le temps que on peut très bien se tromper même dans les situations les pires possibles euh, il y a toujours moyen de se rattraper c'est pas que c'est impossible donc l'erreur elle est humaine et puis les gens ils sont pas non plus enfin je veux dire enfin on a le droit à l'erreur en fait là. Oui, c'est Et clair. puis Mais c'est bien de le rappeler. c'est clair. Et puis du coup, ben, donc j'ai eu quand même aussi, comme je disais avant, j'ai eu pas mal de chance. Puis en fait, surtout, ben, voilà, je me suis battu pour ces choses-là. Elles sont pas arrivées toutes seules, mais j'ai aussi eu un peu de chance parce qu'au final, ben, après l'Eurovision, il y a pas mal de choses qui sont venues à moi. Mais de nouveau, le problème, c'est que quand c'est une exposition médiatique immédiate, tu as beaucoup de choses positives, mais beaucoup de choses négatives aussi enfin, qui viennent vers toi et que tu dois trier et c'est très dur. Et puis, quand tu prends du temps sur les choses négatives, ben, tu perds des occasions dans les choses positives. Donc, oui, ça a été un peu un jonglage émotionnel, mais ça a été ben, tellement intense que c'est pour ça aussi que je me suis reculé des réseaux, que je me suis retiré de Paris, puis que je suis venu en Suisse. C'est que je voulais retrouver cette simplicité-là, cette sincérité des gens qui me manquait aussi. Et puis, ben, maintenant, l'idée, c'est que je vois comment c'est. Et puis, je sais que si je me retrouve de nouveau face à cette situation, je saurai aussi comment réagir pour me préserver et en même temps pour euh, répondre à certaines attentes aussi. Ouais, t'as raison. C'est bien, ça t'a fait de l'expérience. Exact. Mm. Donc, c'était vraiment. Ça a été une super expérience. L'Eurovision, comme je dis encore, ça a été le plus beau moment de ma vie, en fait. Pour C'est le moment. génial. Oui, pour le moment. Trop bien. Je conclue toujours avec la même question. Si toi, aujourd'hui, tu peux parler aux jeunes enfants qui, dans un magasin de CD, écoutent de la musique classique pour la première fois, qu'est-ce que tu lui dirais? Pouf. Je pense que je lui dirais rien. Je le regarderais et puis je pense que j'aurais un sourire intérieur parce que quoi qu'il arrive, je sais qu'il prendrait le bon chemin, la décision, enfin, le chemin qu'il doit prendre. C'est juste ça. Merci beaucoup. C'était Bah, un merci à plaisir de toi. te recevoir dans le podcast. Bah, merci à toi et puis peut-être à un prochain karaoké. Avec plaisir. Trop bien. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.